Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série dédiée à l'impression fine art. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de couleurs avec les espaces colorimétriques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste une info à partager. Depuis 2012, quand j'ai commencé à publier sur internet des choses sur la photo, j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai créé une page Facebook. Alors je ne sais pas si toi, tu es sur Facebook, voici ma page, c'est Tom Migo Photographie. Alors le week-end dernier, j'ai pris une décision assez radicale de retirer tout contenu de cette page qui ne serait pas lié au mariage ou au portrait ou bien aux œuvres que je crée et que je mets en vente sur mon site dans la partie boutique. Alors pourquoi? Parce que principalement ma clientèle est principalement anglophone et donc c'est un petit peu déroutant quand tu rencontres quelqu'un dans un salon ou quoi que ce soit et qui va ensuite sur ma page de pas trouver du contenu en anglais ou bien de tomber sur des contenus en français ou bien des contenus qui n'ont rien à voir ni avec le portrait ni avec le mariage, et donc voilà, c'est un petit peu déroutant, donc j'ai décidé de séparer les choses et pour ça j'ai créé une nouvelle page. Alors une nouvelle page qui est elle dédiée à tout ce qui est tutoriel, les stages que j'organise et puis mon activité. Et donc là, voici, c'est la Tom Migo Photographie Academy. Alors pourquoi le mot Academy? Tout simplement parce que j'ai cherché un mot qui marche aussi bien en anglais qu'en français au niveau du son. Cette page est rien que pour toi, elle est uniquement pour les francophones. J'ai également la même page en anglais, mais là, tout ce qui est publié là, c'est tous les articles depuis 2012 avec les vidéos, et tout ça est en français. Alors, je sais bien, il n'y a pas de profil pour l'instant, parce que je suis en train de travailler dessus, mais voilà la nouvelle page dont je voulais te parler. Donc tu sais quoi faire, hein. Si tu es sur Facebook et que tu aimes ce que je fais, eh bien c'est facile. Tu peux me suivre sur Facebook en me mettant un like et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était la petite minute d'autopromotion et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, dans le tuto. C'est parti! Alors, la gestion des couleurs et les espaces colorimétriques. Alors, si tu as vu l'épisode précédent, qui était en fait l'introduction de cette série dédiée à l'impression fine art, j'ai donné 4 clés, 4 ingrédients pour réussir tes impressions. Et parmi ces 4 ingrédients, il y en avait un qui était avoir une gestion optimale des couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion des couleurs? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Si tu n'as pas vu d'ailleurs l'introduction, je t'invite à le faire, ça s'applique juste en haut à droite, voilà, tu cliques sur le bouton et tu pourras voir cette vidéo. Alors, pour parler des espaces colorimétriques, il faut d'abord parler de leur fondation, et c'est ce qu'on appelle les modèles colorimétriques. Alors les modèles colorimétriques, c'est tout simple, malgré ce nom assez compliqué. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une formule mathématique pour représenter les couleurs. Et là, je t'ai donné 5 exemples de modèles colorimétriques. Et on a le RVB, tu as sûrement entendu parler de RVB, le CMJN, et ensuite on a cette espèce de croix qui ressemble à une girouette, ça c'est le modèle colorimétrique LAB, et ensuite on a 2 autres qui sont un peu moins utilisés, bien que le TSL, qui veut dire en fait la teinte, la saturation et la luminosité, on retrouve un outil dans le module de développement de Lightroom, et on a le TSL. Alors, TSV c'est une variante, c'est la teinte, la saturation et une valeur. Alors, on a ces 5 modèles-là, on va se concentrer sur les 3 premiers, donc le RVB, le CMJN et le LAB. Tu peux déjà remarquer qu'il y a une ressemblance entre le RVB et le CMJN, c'est que ces 2 modèles colorimétriques, en fait, utilisent 3 couleurs primaires pour obtenir une autre couleur. Cela dit, les 3 couleurs primaires ne sont pas les mêmes, et elles ne fonctionnent pas de la même façon. Et puis on a un modèle totalement différent, le modèle LAB, qui est en fait un modèle basé sur 3 axes, un axe vertical qui représente la luminosité, et 2 axes horizontaux qui sont en fait des variantes de tons allant du vert au rouge ou bien allant du bleu au jaune. Voilà. Une chose à savoir de ce modèle LAB, c'est qu'en fait il peut représenter toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Alors on va rentrer en profondeur dans chacun de ces modèles avant de passer aux espaces colorimétriques. Alors le premier modèle qu'on va voir, c'est le RVB. Alors le RVB, donc le rouge, le vert, le bleu, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce modèle va représenter les couleurs émises par la lumière directe. Il est utilisé donc par les appareils photo, les scanners, les écrans, et c'est assez logique puisque ces outils-là, en fait, utilisent la lumière et vont enregistrer la lumière ou projeter la lumière. On dit de ce modèle que c'est un modèle d'addition. Alors pourquoi? Parce qu'en fait,
Sans la lumière au départ, on n'a rien. Hein, c'est du noir, on n'a absolument rien. Et donc pour créer quelque chose, il va falloir rajouter de la lumière, et en rajoutant de la lumière, on va rajouter donc des couleurs, jusqu'à obtenir une lumière blanche. Alors c'est pour ça qu'on parle de modèle d'addition. Les valeurs de chacune de ces trois couleurs primaires peuvent varier de 0 à 255. C'est pour ça que d'ailleurs le noir, je t'ai dit, c'est l'absence de couleur, le noir, c'est l'absence de lumière du coup. Et donc c'est pas étonnant que la valeur pour le rouge, le vert et le bleu soit 0. Par contre, si tu veux obtenir le vert, et bien à ce moment-là, tu n'as pas de rouge, tu n'as pas de bleu, mais tu vas avoir du vert. Alors là, j'ai mis 255, mais en fait, on a le choix entre la valeur 1 jusqu'à 255. Parce que si on était à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de vert, mais à partir de 1, on commence à avoir une teinte de vert jusqu'au plus lumineux, qui serait le 255. Et le blanc, eh bien en fait c'est très simple, c'est assez difficile à l'imaginer comme ça, mais en fin de compte il n'y a pas de lumière blanche dans la réalité. Toute lumière a une couleur. Cela dit, si tu commences à superposer les lumières de couleur, eh bien tu vas t'apercevoir qu'en fait tu vas obtenir une couleur blanche. Donc le blanc en fait c'est ni plus ni moins que le rouge, le vert, le bleu à la valeur maximale, donc 255 pour les trois. Alors le prochain modèle, tu vas voir, il est complètement différent, et pourtant, il s'y ressemble. C'est le modèle colorimétrique SMJN. Alors j'hésite un petit peu sur le nom, parce que j'ai l'habitude de le prononcer CMYK, qui est en fait la prononciation en anglais, tout comme le RVB, moi j'ai l'habitude de l'appeler RGB. Donc c'est un peu difficile dans ma tête de le parler, de le dire en français. Alors ce modèle est complètement différent, pourquoi? Parce que, contrairement au RVB qui lui représentait les couleurs émises par la lumière, en fait ce modèle représente les couleurs qui sont réfléchies sur une surface colorée. Et tout ça pour dire qu'en fait tu as ta surface de départ, qui est ton papier blanc, papier ou textile pour un canevas, mais tu as ta surface blanche, sur laquelle tu n'as pas de couleur. D'ailleurs tu as déjà entendu parler que le noir n'est pas une couleur et le blanc n'est pas une couleur non plus, c'est pour ça. Donc ton papier, il est blanc, il n'a pas de couleur. Et au fur et à mesure, tu vas mettre de la couleur sur ton papier, et en fait, la couleur, c'est ni plus ni moins que cette lumière qui va rebondir sur le papier, qui va devenir plus en plus foncée au fur et à mesure que tu mets de la couleur, et va faire révéler ces couleurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on utilise ce modèle colorimétrique dans l'impression, et qui est en fait une combinaison pour l'imprimante, encre et papier. On dit de ce modèle que c'est un modèle, lui, de soustraction et pas d'addition comme le RVB. Pourquoi de soustraction? Parce que, comme je t'ai dit, on a le papier blanc, et donc, par défaut, le papier qui est blanc, la lumière rebondit sur le papier, et donc il réfléchit cette lumière. Il est très lumineux. Tu rajoutes des couches, et en fait, tu vas diminuer cette luminosité. Donc, tu réduis la lumière, d'où l'expression modèle de soustraction. C'est aussi simple que ça. Les valeurs de chacune de ces couleurs primaires, en fait, elles sont exprimées en pourcentage et non pas de 0 à 255 comme le RVB. Alors le blanc, comme je t'ai dit, c'est l'absence de couleur. Et donc du coup, c'est pas étonnant que les 4 couleurs que l'on a, le cyan, le magenta, le jaune et le noir, soient à 0%. Cela dit, si tu veux du vert, eh bien le vert n'est pas une couleur primaire, et donc du coup il va falloir faire un mélange. Et là tu vas mélanger du cyan à 63%, magenta à 0, du jaune tu vas l'avoir au maximum à 100%, et tu vas avoir le noir à 0%. Quand je pense au modèle colorimétrique CMJN, je me pense toujours au tube de peinture. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Tu prends de la peinture, tu le rajoutes par-dessus, ça assombrit ton papier. C'est exactement le même principe que le modèle colorimétrique. Alors, dans le blog, comme tu sais d'habitude, dans le blog, je rajoute plus d'informations que dans la vidéo. Pour ce tutoriel-là, c'est encore plus vrai. Il y a gigatonnes d'informations dans le blog. Pourquoi? Parce que je voulais pas rendre ce cours trop compliqué. Et donc, par exemple, dans cette section sur le CMJN, eh bien, sur le blog, je t'explique pourquoi la couleur magenta, en fait, c'est une couleur qui n'existe que dans ta tête. Voilà, ce n'est pas une couleur réelle. Donc, si tu veux savoir pourquoi, eh bien, il faut lire le blog. Voilà. Alors, on continue dans ce modèle colorimétrique et parlons un petit peu du noir. Je suis sûr que tu as déjà entendu dire par exemple, quand tu fais de la peinture, eh bien tu mélanges les couleurs primaires et tu vas obtenir du noir. Alors, on aurait pu obtenir du noir de cette façon-là. Cela dit, c'est pas vraiment du noir, comme tu peux le voir sur l'écran. C'est un marron très foncé, très couleur de boue, etc. Et donc, du coup, pour obtenir un noir très profond, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser une quatrième couleur, et donc c'est la couleur noire. Mais il y a aussi 3 autres raisons pour lesquelles tu voudrais utiliser la couleur noire. Ben, la première, c'est que s'il te faut mélanger les 3 couleurs,
à fond, c'est-à-dire 100% chacune. Tu obtiens 300% d'encre pour une seule couleur, pour le noir. Ce procédé va rendre cette couleur assez chère à obtenir. Et le noir est quand même une couleur qu'on utilise énormément. On pense par exemple aux journaux qui sont écrits en noir et blanc la majorité des cas. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça serait le temps de séchage. Parce que si tu as 300% d'encre, donc tu as 3 fois plus d'encre à un endroit donné, et donc du coup, il va falloir passer plus de temps pour la sécher. Et enfin, la dernière raison, c'est purement lié à l'imprimerie, puisque en fait, pour avoir à un endroit les 3 couleurs superposées à 100% chacune, il faudrait garantir un alignement parfait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par alignement? L'image que tu as dessous, en fait, c'est ce qu'on appelle une machine offset. C'est une sorte d'imprimante, si tu veux, mais qui est basée, tu vois, elle a 4 unités verticales. Chacune de ces unités, en fait, est un bac de couleurs. Et c'est une presse. Et donc, du coup, ton papier va traverser chacune de ces unités et va recevoir une couche de couleurs. Et donc, si tu devais garantir que les 3 couleurs passent au même endroit, eh bien, ça serait assez compliqué. Aujourd'hui, tout est numérisé, donc c'est devenu plus simple, mais encore aujourd'hui, les imprimeurs sont obligés de faire des réglages, donc ils lancent une première lancée, et ils sont obligés d'adapter pour être sûr que tout ça se cadre. Sinon, tu te retrouves à avoir des images un petit peu floues, voire un peu quand tu regardes un film 3D sans les lumières. Voilà. Et donc là, sur cet exemple de machine offset que tu vois, eh bien, en fait, le papier va passer d'abord dans le premier bac, qui va être un bac pour la couleur noire, ensuite la couleur cyan, la couleur magenta et enfin la couleur jaune. Alors d'ailleurs, par rapport à la couleur noire, en anglais, si tu connais l'expression CMYK, donc c'est C-M-Y-K, tu pourrais te demander pourquoi le K et pourquoi pas un B, parce qu'en anglais, noir c'est black et non pas K ou quelque chose. Eh bien, dans le blog, je t'explique pourquoi, d'où c'est que ça vient, en fait, le fait que la version anglaise utilise la lettre K et non pas la lettre B pour désigner la couleur noire. Voilà. Allez, continuons et nous parlons maintenant du dernier modèle, donc qui est le modèle colorimétrique Lab. Alors, je t'ai dit, ce modèle est très spécifique puisqu'il représente toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Je t'ai aussi dit qu'il y avait donc 3 axes, un axe de luminosité qui est vertical, et allant de 0, qui est le point le plus sombre, jusqu'à la valeur 100, qui serait le ton le plus clair. Ensuite, on a des variations de teintes horizontales. Donc, on a du vert dans les valeurs négatives, qui va jusqu'au rouge, qui sont les valeurs positives. Et la valeur 0, en fait, au milieu, c'est un gris neutre. On a le même système sur l'autre axe, l'axe B, qui commence par une variation de teinte allant du bleu, dans le côté négatif, jusqu'au jaune, qui est le côté positif, et le 0, encore une fois, est le gris neutre. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce modèle colorimétrique, c'est que non seulement il permet de représenter toutes les couleurs visibles de l'œil humain, mais en plus de ça, il est totalement indépendant de l'origine de la couleur. C'est-à-dire qu'elle soit en provenance de la lumière directe, ou bien qu'elle soit réfléchie comme pour l'impression, ce modèle, ça lui est absolument égal, il peut être utilisé dans tous les cas. Et donc ça va être très utile pour s'assurer que tous les modèles colorimétriques vont pouvoir communiquer ensemble parfaitement et garantir un ton de couleur constant. Alors, on va passer maintenant aux espaces colorimétriques. Alors, les espaces colorimétriques, c'est quoi? C'est simplement une plage de couleurs, qu'on appelle aussi un gamut, c'est une plage de couleurs, pardon, de toutes les couleurs qui sont possibles d'après un modèle colorimétrique. Donc c'est normal qu'on va se retrouver à avoir des espaces colorimétriques RVB, comme des espaces colorimétriques CMJN et un espace colorimétrique Lab. Alors pour les espaces colorimétriques qui utilisent le modèle RVB, on en a 3, et je te les ai mis là. Alors la façon de lire ces graphiques, c'est le triangle que tu vois avec la pointe arrondie, qui est remplie de couleurs, et bien c'est une représentation graphique de l'espace Lab. Donc tout ce que tu vois là, c'est toutes les couleurs qui sont visibles par l'œil humain. À l'intérieur de ce graphique-là, tu as donc un triangle. Et lui, ce triangle représente l'espace colorimétrique qui est mentionné sous le diagramme. Donc le premier sur la gauche, c'est le plus large, le plus grand gamut. C'est le Profoto RVB. Et comme tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il va couvrir pratiquement toutes les couleurs visibles par l'œil humain, et même au-delà.
Alors quand je dis au-delà, je ne veux pas parler des rayons X ni de l'infrarouge. C'est juste des couleurs théoriques. Comme je t'ai dit, c'est basé sur un modèle colorimétrique, et un modèle colorimétrique, c'est une formule mathématique. Donc on pourrait mettre Paris en bouteille avec des maths. Ensuite, on a un espace plus restreint qui, lui, se contient bien dans le lab, c'est l'Adobe RVB 98. Alors, il contient quand même pas mal de couleurs, c'est le plus commun, on va dire. Et ensuite, le dernier, le plus vieux, enfin plus vieux que d'une année, le SRVB, qui est encore un plus petit triangle que le Adobe RVB, mais comme tu veux voir, il contient quand même des couleurs qui sont assez saturées. La différence principale entre les trois, tu remarqueras en fait que c'est la couleur verte qui diminue à chaque fois. La partie violette, magenta, d'ailleurs rouge, bleu et jaune reste assez constante. Alors voilà pour les trois espaces colorimétriques qui sont basés sur le modèle RVB. Et puis j'en ai rajouté un autre, donc qui serait une représentation graphique d'un espace colorimétrique CMJN. Alors celui-là, il est générique. Et la façon dont je l'ai représenté, c'est tu as une partie blanche. La partie blanche, c'est ni plus ni moins que un espace colorimétrique Profoto RVB. Je l'ai représenté en 3 dimensions. Et pourquoi je l'ai fait? Pour que tu puisses voir à quel point il y a une différence de gamut entre l'espace Profoto et l'espace CMJN. Tu t'aperçois que l'espace CMJN est extrêmement plus petit, plus réduit que tous les espaces, quasiment tous les espaces RVB, et ce qui explique aussi pourquoi quand tu imprimes tes photos, tu ne vas pas forcément pouvoir ressortir les couleurs que tu vois sur ton écran. C'est les limitations de cet espace colorimétrique. Pardon. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est par rapport quand tu regardes les trois espaces colorimétriques RVB, par exemple. Ça marchait aussi pour le CMJN. Mais on a vu que les appareils photo, les scanners, les écrans d'ordinateur utilisent le modèle RVB. Et donc tu pourrais dire, eh bien, si on utilise l'espace de couleur Adobe RGB, par exemple pour l'appareil photo, pareil pour un écran, et qu'on a une valeur de couleur, un code couleur qui soit le 255 de rouge, 0 pour le bleu, 0 pour le vert. Eh bien, on devrait obtenir la même couleur. La couleur qui a été capturée par l'appareil photo serait la même que celle qui apparaît sur ton écran. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ces outils-là ont beau utiliser le même espace colorimétrique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la même formule mathématique pour noter les couleurs. Cela dit, leur interprétation des couleurs va être différente. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de traduire ces interprétations. Et là, on va faire ça avec la gestion des couleurs en utilisant ce qu'on appelle un profil ICC. Alors, un profil ICC, d'ailleurs, ICC c'est quoi? ICC c'est un consortium, c'est-à-dire c'est un groupe qui a été créé, c'est un acronyme d'ailleurs, ICC, qui veut dire International Color Consortium, c'est un groupe qui a été créé en 1993 avec des sociétés, comme tu peux voir, qui sont assez réputées, donc qui sont soit dans le milieu logiciel, soit dans le milieu créatif, tout ce qui est image et impression, tel que Adobe et Apple au départ, c'était vraiment très important au niveau de l'impression. Et donc après on a aussi des choses liées à la photo, donc puisqu'on a Agfa, Kodak et on a Eventelligent dedans. Ce groupe-là, pourquoi il s'est formé? En fait, il s'est formé parce qu'il voulait à la base créer un système de gestion neutre des couleurs et transparent, donc indépendant des OS. Donc les OS, si tu ne sais pas ce qu'est un OS, en fait un OS c'est ni plus ni moins que ton Windows ou ton Mac OS X. C'est ton système opérationnel. Donc un système de gestion neutre des couleurs, totalement indépendant de ton OS et des logiciels. Donc en fait un standard, plus ou moins. Et donc tu as pu peut-être voir sur ton ordinateur des fichiers dont l'icône ressemble à ce que tu as ici, là. Alors, ce qu'il faut imaginer en fait, ce profil ICC, c'est ni plus ni moins qu'un fichier, donc comme j'ai dit, qui permet de traduire le rendu des couleurs à travers de différents outils. C'est tout simplement en fait un fichier tableur. Alors,
Tu vas voir ça de suite. Regarde, ce que l'on a ici, en fait, c'est un écosystème du photographe standard. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve un appareil photo, on a un écran et on a une imprimante. Et au cœur, au centre de tout ça, on a un ordinateur. Alors, c'est pas obligé d'être une tour back, mais on a un ordinateur. Alors, comme on a dit, au départ, tu as ton appareil photo qui, lui, va utiliser un modèle colorimétrique RVB. D'ailleurs, dans le blog, je parle de RVB et je t'explique comment configurer l'espace colorimétrique pour ton appareil photo. Et puis, je te parle aussi de l'espace colorimétrique dans Lightroom et dans Photoshop. Voilà. Et même pour... qu'est-ce que c'est l'autre et aussi... non, c'est tout. Donc voilà, donc on disait sur ton appareil photo, donc il utilise lui un espace colorimétrique RVB. Ton écran également, il va utiliser un espace colorimétrique RVB, qu'il soit sRVB ou bien Adobe RVB. Et puis après, on a l'imprimante qui, elle, va utiliser l'espace colorimétrique CMJN. Et bien pour pouvoir communiquer entre tous, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce fichier, donc ICC, le profil ICC, et comme je disais, c'est un tableur. Imagine un tableau de 2 colonnes. Une colonne à gauche, qui serait toutes les valeurs RVB, et toute la colonne de droite serait en fait la traduction dans un espace lab. Et donc on a ça à chaque fois. Et ce qui fait qu'au centre, donc j'ai dit qu'on avait l'ordinateur, et bien l'ordinateur, lui, il va avoir un moteur d'interprétation des couleurs. Alors pour Lightroom et pour Photoshop, ça va être Camera Raw. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lire cette information lab. Et il va se dire, tiens, ok, donc l'appareil, lui, ça correspond à telle valeur lab, eh bien, je vais lui donner donc la valeur lab correspondante pour l'écran. Pour imprimer, voilà, c'est pareil. Tout en sachant qu'il va y avoir quand même des restrictions. C'est-à-dire que si ton appareil photo est paramétré pour sortir beaucoup de couleurs, donc par exemple, on va dire en utilisant l'Adobe RVB, et que ton écran, lui, ne peut faire que du sRVB, et bien comme on a vu, le sRVB, lui, cet espace-là, a un gamut plus petit, il a une plage couleur plus réduite. Donc ça se peut que les couleurs que tu as de ton appareil photo ne vont pas ressortir, ne vont pas toutes ressortir sur ton écran. Idem pour l'imprimante qui utilise donc un espace CMJN, donc plus réduit, et donc il va y avoir une certaine concordance, et là on rentrera un peu plus dans le cœur de ces profils ICC quand on va parler de l'épreuvage, qui consiste en fait à analyser le résultat, à prédéfinir le résultat, à prévisualiser le résultat une fois imprimé à partir de Lightroom ou de Photoshop. Donc j'espère que tu as compris en fait ce qu'était que la gestion des couleurs, qui est en fait l'assurance que l'information des couleurs est bien comprise à travers tous les outils de cet écosystème. Et ça vaut aussi pour les photos en monochrome. Alors, petite conclusion qui en fait serait plus une succession de petits conseils. Au niveau de l'appareil photo, si tu veux imprimer, je te conseille de choisir l'espace colorimétrique le plus large, c'est-à-dire Adobe RVB sur les appareils aujourd'hui. Et ça ne vaut que si tu fais des photos en JPEG. Si tu fais du RAW, ça ne s'applique pas et tu peux regarder dans le blog pourquoi. Ensuite, concernant l'écran, alors l'écran, je te conseille de choisir l'écran qui va pouvoir t'afficher le plus grand gamut, l'espace colorimétrique Adobe RVB, c'est le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui. Et même ça, on ne peut pas le faire au maximum. Donc quand tu vois la publicité ou des specs d'écran qui disent on fait sans tout l'espace Adobe RVB, en fait c'est pas possible. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui va produire du noir. À 0, 0, 0, l'écran ne peut pas le faire. Voilà, il y a toujours de la lumière qui est émise. Ensuite, le deuxième conseil concernant l'écran, c'est quel que soit l'écran que tu choisis, quel que soit le prix que tu vas mettre dans ton écran, tu vas forcément avoir besoin de le calibrer régulièrement. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le calibrage de couleurs pour écran, j'ai fait une vidéo il y a 3 ans de ça et je t'invite à cliquer, c'est juste en haut, là ça s'affiche. Tu vas voir, c'est absolument crucial. Que tu veuilles imprimer tes photos ou pas,
il faut absolument que tu calibres tes photos. En gros, si tu as un ordinateur et que tu as un appareil photo DSLR, il faut absolument, à partir du moment où tu vas éditer tes photos, il faut absolument que tu aies un écran calibré. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Tu vas en gros éditer dans le noir. Le rendu que tu vas avoir sur ton écran, tu vas être le seul à le voir. Et dès que tu vas vouloir partager, publier tes photos, eh bien les autres vont se dire mais qu'est-ce qui va pas avec tes couleurs? Ça va pas ou quoi? C'est parce qu'en fait, tes couleurs sont complètement de travers. Voilà. Ensuite, on passe à l'outil de travail, les outils de développement. Alors, là, ça va s'appliquer à Photoshop et à InDesign, pas à Lightroom. D'ailleurs, dans le blog, je t'explique quels sont les espaces colorimétriques qu'utilise Lightroom. Tu ne peux pas le paramétrer, mais il en utilise 2 et dans des cas bien particuliers. Ça, c'est expliqué dans l'article du blog. Dans Photoshop et InDesign, par contre, tu peux paramétrer à ta guise et je te donne les informations à ce sujet-là. Donc, t'assurer à ce que l'espace de travail de ces outils-là soit configuré sur le bon espace colorimétrique va t'assurer que quand tu ouvres ton document, eh bien ce document-là va bien avoir le bon rendu par rapport à l'information qui est contenue dans ce document. Ensuite, par rapport à l'imprimante, alors on aura l'occasion de toute façon d'en rentrer un peu plus profondément dans les détails, mais en gros c'est utiliser le bon profil ICC qui est lié, qui est basé en fait sur l'imprimante, sur l'encre et sur le papier. C'est la combinaison des trois qui forme ce profil ICC. Et alors, le dernier point qui est absolument essentiel, c'est s'assurer de faire l'épreuvage écran avant toute impression. Ça, il y aura un épisode dédié à ça prochainement. Dans l'épisode prochain, on va parler de l'imprimante. Comment choisir l'imprimante, une imprimante qui va répondre à tes besoins. Voilà. Donc, j'ai hâte de lire tes commentaires. J'espère que tu as trouvé ce tuto abordable et intéressant. Je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps dessus pour essayer de faire en sorte qu'il soit le plus complet possible. Donc dis-moi dans le commentaire si tout est clair. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas. Alors poste-moi tes questions sur le blog, j'adore ça. Ou bien sous la vidéo directement sur YouTube si tu ne veux pas aller sur le blog. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.